Alors, donc, cette dernière intervention de la journée concerne, ça a été dit, hein, le dernier sous-groupe de travail du groupe de travail sur la rénovation, qui était donc consacré à la réflexion sur les modalités de diffusion et de documentation de la nomenclature PCS. Plus précisément, on a travaillé à l'élaboration d'une version bêta d'un site dédié. Bêta, parce que c'est une version en développement. Vous allez voir que plein de choses qui ne sont pas encore faites. Alors, je serai assez bref sur les deux premières parties, mais qui néanmoins sont importantes pour cadrer les objectifs généraux et la façon dont on a travaillé. Et puis, je passerai un petit peu plus de temps sur la dernière partie pour vous présenter les fonctionnalités du site. Alors, sur l'organisation et les objectifs généraux du sous-groupe de travail. Donc, juste pour rappeler que l'un des éléments du mandat du groupe de travail du CNIS, c'était de proposer une architecture institutionnelle et matérielle en vue d'un site internet et lister les éléments de contenu pour l'élaboration d'un site internet dédié à la nomenclature rénovée. Ça faisait partie de la commande qui avait été passée au groupe de travail. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, des avis récurrents avaient été émis lors de la mission d'état des lieux relatifs aux besoins d'un espace numérique d'information et d'échange qui permette de répondre aux besoins d'utilisateurs variés, grand public, chercheurs et experts. Troisième élément de cadre général, on a travaillé systématiquement avec en tête l'impératif d'articulation de cet espace numérique d'information et d'échange avec INSEE.fr, et je reviendrai sur cet élément qui est très important. Les attendus généraux. Alors, le site dédié doit fournir pour nous 4 grands ensembles d'informations et d'instruments. Premièrement, des éléments de compréhension de l'histoire des grands principes de la nomenclature et son articulation avec les autres nomenclatures d'emploi et de profession en France et à l'étranger. C'est quelque chose qui était revenu assez fréquemment lors de la mission d'évaluation de l'état des lieux, et ça rejoint un peu la question que vous posez, c'est-à-dire que on avait identifié beaucoup d'usages plus ou moins routiniers d'ailleurs, ou plus ou moins réflexifs, mais avec des personnes qui nous disaient finalement assez mal connaître l'histoire de la nomenclature, ses grands principes, etc. Alors évidemment, il y a le De Rosière et Thévenot, qu'on fait lire à nos étudiants, auquel on peut se référer, voilà, mais un endroit où sont exposés de façon synthétique les grands principes de cette nomenclature et de son évolution depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, ça manque. Également sur l'articulation avec les autres nomenclatures d'emploi et de profession. Deuxième grand ensemble de choses que le site dédié doit fournir, c'est un outil de navigation de la nomenclature au sein de ces différentes rubriques et aux différents niveaux d'agrégation. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Troisième élément, des statistiques pour analyser et comprendre la société à partir de la nomenclature PCS. À la fois un outil pour produire des statistiques en ligne, je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais aussi un ensemble de tableaux et de graphiques organisés de façon thématique qui organise et complète ce qu'on trouve de façon dispersée sur le site de l'INSEE. Mais également la possibilité de faire des recherches de microdonnées dans lesquelles la nomenclature des PCS serait présente. Quatrième élément, l'ensemble des instruments de collecte et de codage qui pour l'instant sont en fait pas accessibles au grand public pour l'essentiel, sauf à aller chercher dans les guides de documentation qui sont des gros pavés plus ou moins digestes. Voilà, donc l'ensemble des instruments de collecte et de codage de façon libre, open, voilà, c'est la logique de l'open data, pour permettre à l'ensemble des utilisateurs et des usagers de se saisir de cette nomenclature, de coder des enquêtes, enfin de coder des résultats d'enquête directement, de la nomenclature, de ces agrégats et des nomenclatures ISCO et ESEG qu'on peut coder à partir de la PCS. Ce site doit aussi répondre à aux besoins d'un large spectre d'utilisateurs, amateurs intéressés, acteurs associatifs et syndicaux, producteurs publics et privés d'enquête, journalistes, enseignants, chercheurs. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à l'ensemble de tout cela. Évidemment, c'est la première fois qu'on présente ce site, et donc c'est évidemment pour nous important aussi de le présenter devant un spectre large d'utilisateurs potentiels pour que vous nous donniez des retours.
Deuxième chose, proposer une offre éditoriale originale. Il ne s'agit pas de répliquer ce qu'on trouve ailleurs, avec une diversité de documents et de fonctionnalités, des plus techniques jusqu'au plus grand public, pour répondre précisément aux besoins de ce spectre large d'utilisateurs. Alors, le sous-groupe, il était composé de la façon suivante. Donc, il était animé par Thomas Amossé, Christian Vieg de l'INSEE et moi-même, et donc les membres du groupe sont là. Donc, l'idée, c'est qu'on avait un groupe de travail composé de producteurs, de diffuseurs et d'utilisateurs de la nomenclature. Et notamment quelqu'un un représentant de l'APSES pour les enseignants. C'était important pour nous d'avoir cet avis-là intégré dans le groupe. On a eu 3 réunions qui ont eu un certain ordre du jour, mais qui ont notamment permis de consulter des utilisateurs, notamment des entreprises de sondage, Ipsos Médiamétrie et CSEP, et des services de statistiques ministériels, donc les SSM, donc la DARES et le DEPS. On a également consulté des partenaires institutionnels, donc l'INSEE, le laboratoire Printemps du VSQ et le CNAM CET. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est 4 institutions qui sont, avec projet d'eau, 5, qui sont pressenties pour assurer le pilotage institutionnel et technique et éditorial du site. L'architecture globale. Alors, d'abord, l'architecture institutionnelle, donc l'idée c'est qu'on a une structure ouverte sur l'extérieur pour le contenu éditorial, donc ça on verra comment ça va fonctionner, mais essayer de faire appel à différentes compétences pour nourrir de manière éditoriale le site. Évolutive, avec une mise à jour périodique des informations. Alors, on s'entend bien, c'est pas un site qui sera mis à jour quotidiennement, ni même sans doute mensuellement, peut-être trimestriellement pour certaines données d'enquête, plus vraisemblablement annuellement pour les enquêtes ménages qui sont répliquées annuellement par exemple. Voilà, donc au fur et à mesure de la mise à jour des sources, c'est un peu ça l'idée, on mettrait à jour le site. Limité dans le nombre de partenaires institutionnels, je les ai cités, je vais y revenir, et légère dans sa formalisation juridique et sa gouvernance, je ne reviens pas là-dessus, une convention qui sera signée pour assurer la formalisation juridique et la gouvernance du site. Alors le partenariat institutionnel, l'idée c'est d'avoir producteurs, diffuseurs, utilisateurs ensemble, donc INSEE, Projet d'eau qui devrait normalement héberger vraisemblablement ce site, en tout cas c'est dessus qu'on travaille, le laboratoire Printemps et le centre d'études de l'emploi et du travail pour les aspects plus éditoriaux et de gestion statistique. D'autres acteurs pourraient être impliqués dans cette gouvernance, l'APSES pour les professeurs du secondaire, les confédérations syndicales, pourquoi pas, évidemment des enseignants-chercheurs, la liste n'est pas close. Le calendrier qu'on souhaite, c'est la signature d'une convention en 2020 pour la mise en ligne du site, la même année. L'articulation avec INSEE.fr, alors sur INSEE.fr, évidemment, on a des informations d'un site généraliste. Donc on a une information riche, évidemment, sur la PCS, mais disséminée. Et globalement, la PCS est une des variables, c'est bien normal, permettant de comprendre la situation économique et sociale du pays. Sur INSEE.fr, on a également des pages dédiées qui permettent de télécharger les guides de documentation, les listes de professions, catégories et groupes, et de naviguer dans la nomenclature. Donc ça, il ne s'agit pas que ça change, ça devrait rester a priori sur le site de l'INSEE, et repris d'une autre manière sur le site dédié. On a également un ensemble de pages qui présentent des données ou des analyses statistiques sur diverses thématiques, à diverses échelles géographiques, où la PCS est utilisée, mais sans fléchage clair. C'est-à-dire que ce n'est pas possible sur le site de l'INSEE d'avoir tout de suite une liste, par exemple, des publications qui utilisent la PCS. Et donc c'est l'un des enjeux pour nous de faire ça aussi. L'objectif du site dédié, du coup, en complémentarité avec INSEE.fr, c'est de sélectionner et adapter les informations qui sont présentes sur INSEE.fr, les compléter avec des documents et des fonctionnalités originales centrées sur la nomenclature, tout en assurant l'entretien de liens forts entre les deux sites, avec des renvois réciproques entre les deux sites. Alors, l'arborescence générale. Je vais peut-être un tout petit peu zoomer ici. Donc, on a structuré, alors le dernier bloc service, j'en parlerai pas trop, mais en quatre grands ensembles. Donc là, vous avez le niveau 1 et le niveau 2, et puis après, tout à l'heure, je vous montrerai précisément en rentrant dans le niveau 3 et le niveau 4 du site. Donc, 4 grandes rubriques: découvrir, explorer, naviguer, décrire, collecter, coder. Donc, découvrir, c'est
là où on va trouver toutes les informations relatives à la nomenclature, à son histoire, à sa structuration, à son articulation avec les autres nomenclatures françaises et internationales. L'ensemble des guides de documentation aussi sera présent dans cet onglet-là, qui est vraiment, voilà, vous voulez savoir ce que c'est la PCS, tout est là. Explorer, naviguer, eh bien, c'est rentrer dans la nomenclature, l'explorer et naviguer à l'intérieur. Donc dans la PCS, évidemment, à ses différents niveaux d'agrégation, mais aussi dans les classes et sous-classes d'emploi 2020, qui ont été présentées par Olivier, dans les groupes et catégories de ménages qui ont été présentés par Olivier également, et dans les rubriques ad hoc de profession, voilà, donc avec des outils de navigation qui permettront de zoomer, dézoomer à l'intérieur de ces différentes nomenclatures qui fonctionnent toutes de façon emboîtée. D'écrire, c'est comment est-ce qu'on utilise la nomenclature pour comprendre la société, donc avec différentes sous-rubriques, des portraits de groupe, je vous en dirai un mot tout à l'heure, donc par groupe socio-professionnel, un ensemble de statistiques produites par groupe socio-professionnel. La société en quelques thèmes, donc là c'est rassembler, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on trouve de manière éparse sur le site unc.fr, mais avec des thématiques identifiées, donc des statistiques disponibles pour objectiver grands phénomènes sociaux. Des outils pédagogiques, je vous montrerai tout à l'heure également, un outil de production de statistiques en ligne, et la possibilité d'obtenir des microdonnées avec un lien vers Ketley projet d'eau diffusion, donc Ketley, le réseau Ketley, la DISP, voilà, qui donc met à disposition les microdonnées. Enfin, collecter, coder. Donc là, c'est, voilà, je veux coder la nomenclature, j'ai collecté des professions, comment je fais, voilà. Quels sont les instruments de codage. Donc les instruments de collecte, les questions dont a parlé Olivier, je vais y revenir. Les outils de codification, en gros, il y aura une sorte de SICOR embarqué dans le site, quoi. C'est-à-dire que là, l'outil d'autocomplétion qu'Olivier a montré, je vous montrerai tout à l'heure, il sera présent dans le site, donc vous avez des libellés de profession, vous pourrez venir les coder là. On pourra également créer une rubrique ad hoc de profession, donc chacun chez soi pourra faire ce que Lise a fait par exemple avec les agents immobiliers, donc ce sera possible sans avoir besoin d'aller dans les caves de l'INSEE pour le faire. Et l'utilisation des versions antérieures avec des grilles de passage, de transcodage pour assurer la comparaison historique et permettre là aussi, parce que c'est disponible, mais c'est très difficile à trouver ces informations-là pour assurer le transcodage historique de la nomenclature et puis le transcodage vers d'autres nomenclatures. Alors, voilà. Donc c'est une version bêta que je vais vous présenter maintenant, qui a été réalisée par deux stagiaires, Claire Daskevich et Mathilde Letouc. Voilà, donc je salue leur travail, puisque ce que je vais vous présenter est le résultat de leur travail. L'objectif de cette version bêta, c'est de donner à voir l'architecture d'ensemble du site, montrer certains contenus, tout n'est pas fait, loin de là, tester la faisabilité de certaines fonctionnalités, vous allez voir, ça marche, plus ou moins, c'est que vous allez voir ça en live, et donc tous les avis sont les bienvenus, évidemment, puisque c'est un premier moment pour nous de test grandeur et règle. Alors, je dis tout de suite que l'habillage graphique n'est pas du tout fixé. D'accord ? Donc on a essayé de faire quelque chose de lisible, mais tout cela va évidemment bouger énormément. Est-ce que ça va, c'est lisible ? Ouais. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc le site s'appellerait « Comprendre et analyser la société française, la nomenclature socio-professionnelle ». Donc avec un petit texte d'accueil, les logos des partenaires institutionnels avec des renvois, et puis la possibilité d'aller rapidement, sans avoir besoin de naviguer dans l'arborescence qui se trouve en haut, ici en un clic, aller voir les origines de la PCS, quelle est ma PCS, un exemple de portrait de groupe par exemple, ou les groupes et catégories socio-professionnelles, voilà, des manières d'entrer directement dans des choses dont on se dit que ça peut être les premières questions que les gens se posent en arrivant sur le site. Ah ben, on est allé sur le site de l'USQ. Alors, première chose que je souhaitais vous montrer, donc si on rentre là dans découvrir,
Donc principe, histoire, production et usage de la nomenclature. Alors ces origines, c'est pas rempli. Par contre, ce qu'on a rempli ici, c'est donc l'évolution de la nomenclature avec une frise. Alors là encore, hein, d'un point de vue graphique, c'est pas forcément top, hein, mais on a fait. On essaiera de faire peut-être plus ergonomique et puis peut-être un petit peu plus interactif. Voilà, avec l'idée de confronter trois chronologies, donc on est très Desrosières là aussi, hein, l'évolution des nomenclatures, le cadre institutionnel dans lequel s'inscrivent les principales inflexions et les usages de la nomenclature en sciences sociales. Vous allez voir que les exemples d'usage, évidemment, valent pour leur caractère exemplaire, parce qu'en fait, ils sont pléthores en sciences sociales, donc on a dû faire une sélection drastique. Hein, donc, ne vous offusquez pas de ne pas trouver l'article qui a nourri vos réflexions sur les professions, il n'y est peut-être pas. Donc en gros, on a commencé à 1930, hein, là aussi c'est une chronologie Desrosières-Thévenot, hein, voilà, on aurait pu remonter plus loin, mais bon. Ça commence véritablement en 1954 avec le premier code des PCS, et puis des CSP, pardon, et on va jusqu'en 2020. Le cadre institutionnel, on a mis les principaux jalons qui nourrissent les transformations de la représentation de la structure sociale, qui s'adosse la nomenclature, et les usages et réflexions sur la nomenclature, donc voilà des exemples de travaux. Alors ça c'est là où c'est pas hyper lisible, donc il faudra qu'on y fasse. C'est un premier exemple de contenu qu'on pourra trouver donc dans l'onglet Découvrir. On trouvera aussi les guides de documentation, hein, je le disais tout à l'heure, donc là ils y sont déjà on peut déjà les télécharger pour donc la PCS 2020, la PCS 2003, la PCS 82, les CSP 54-82, donc tous les guides de documentation historique seront également présents sur le site. Également tous les éléments de compréhension de l'articulation avec les autres nomenclatures françaises et avec les nomenclatures étrangères. Si on va maintenant dans naviguer dans la PCS, alors là, on n'a pas encore mis en œuvre cet outil, mais l'idée, c'est qu'on devrait ici trouver quelque chose d'analogue à ce qu'on trouve sur le site de l'INSEE. Je crois être connecté à Internet. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cet outil. Donc on navigue dans l'arborescence. Voilà. Donc en cliquant, on peut descendre petit à petit pour aller voir jusqu'au niveau fin. Voilà. Donc on aura un outil de ce type-là, avec une possibilité de rechercher ici directement des libellés. Okay. C'est pas en autocomplétion. je cherchais l'autocomplétion. En fait. Donc enseignant, voilà, et on a la liste où le mot enseignant apparaît. Alors ce qui est gênant, c'est que du coup il y a aussi le clergé, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi les noms, les professions exclues qui apparaissent dans les résultats de recherche. Bon, bref, ça c'est un petit problème voilà, qu'il faudra qu'on résolve aussi. Donc on pourra naviguer dans la PCS, dans la P2020, dans la P2003 et dans l'ensemble des autres agrégats. Sur naviguer, pardon, donc les classes et les sous-classes d'emploi, donc là bon, c'est du texte brut, hein, donc ça reprend en fait ce qu'Olivier vous a montré, hein, l'arborescence emboîtée là, des classes et sous-classes d'emploi avec un petit texte explicatif. Voilà, là c'est pas vraiment interactif. Si on passe maintenant à décrire, donc le troisième grand item du site, donc décrire la société avec la nomenclature. On avait donc les portraits de groupe, la société en quelques thèmes, les outils pédagogiques. Donc je vais vous montrer un peu ces différentes choses. Donc portrait de groupe, on en a fait un pour l'instant, les exploitants agricoles. Donc l'idée c'est que ça pourrait prendre une forme de ce type-là. Donc là encore, hein, c'est pas du tout, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça, mais voilà, on aurait la série longue, hein, l'évolution de la part des agriculteurs dans la population selon le sexe. Donc là on a utilisé les séries longues INSEE pour faire ça. Selon l'âge également, la répartition des agriculteurs exploitants en 2017, là c'est d'après l'enquête emploi en continu de 2017, quelques caractéristiques des personnes qui sont dans ce groupe, selon le sexe, donc le pourcentage de femmes ici, sous forme graphique et sous forme tabulaire, avec des fonctions d'export qui doivent être ajoutées, mais on pourra juste cliquer pour exporter le tableau et du coup le réutiliser.
dans un cours, dans une présentation, voilà, de façon très intuitive. La répartition selon l'âge, graphique tabulaire également, selon le niveau de diplôme. Et quelques éléments de caractéristiques des emplois et du temps de travail de ce groupe. Donc le taux de chômage, là distingué par CS, donc ce sera plus possible pour les agriculteurs exploitants, mais ça vous donne une idée. Voilà, une graphique tabulaire aussi, les types de contrats de travail que l'on trouve dans ce groupe professionnel, la quotité de travail, temps partiel, pourcentage de personnes en temps partiel et en temps complet, et voilà, et puis quelques liens pour aller plus loin avec des publications récentes sur le site de l'INSEE. Voilà. Donc l'idée c'est de décliner cela pour l'ensemble des grands groupes socioprofessionnels qui auraient chacun une page avec une description synthétique des grands indicateurs, de fest stylisés permettant de décrire la morphologie sociale de ce groupe. Autre élément donc dans décrire la société en quelques thèmes. Alors vous voyez ici dans la barre grise les thèmes auxquels on a commencé à réfléchir. Alors c'est pas fixé complètement non plus. On est obligé d'avoir une liste relativement brève, ce qui oblige à faire des regroupements. Par exemple, migration, territoire et logement, évidemment. Les spécialistes des migrations ne sont pas très heureux, et les spécialistes des logements et des territoires non plus. Mais bon, voilà, c'est indicatif, là encore. L'idée, c'est que le site va s'enrichir petit à petit. Et donc, on a pour l'instant rempli uniquement travail et emploi. Voilà, ça c'est l'avantage du direct. Voilà, ça va venir. Avec ici quelque chose d'un petit peu plus interactif par rapport à tout à l'heure, la possibilité de générer des tableaux un peu à sa main. Par exemple, je ne vais pas le montrer sur tous, mais sur le chômage. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est un code R en fait, qui génère ça. Ça s'appelle une application Shiny qui permet de générer de l'HTML à partir d'un code R. Donc, les données sont dans le back-office du site, ne sont pas accessibles directement par les utilisateurs, mais on peut faire des requêtes automatiques sur ces données. Donc, par exemple, ici, le pourcentage de chômeurs et d'actifs occupés dans une catégorie, enfin dans un groupe socio-professionnel. Donc, on peut regarder l'ensemble, on peut le regarder par sexe, on peut le regarder par âge. Alors, si je reviens à l'ensemble, c'est pareil, la lisibilité, il va falloir qu'on y travaille, voilà, mais c'est pour donner une idée de ce qui serait possible de faire. On peut l'avoir par groupe socio-professionnel ou par catégorie sociale. On n'est pas redescendu jusqu'au niveau P ici, parce que ce serait évidemment des tableaux beaucoup trop gros, avec des effectifs tout petits. Et avoir des pourcentages en ligne ou en colonne. Deux fonctions d'export, soit exporter le tableau tel qu'il s'affiche là, soit exporter le tableau des données, c'est-à-dire avec les effectifs bruts, de façon à pouvoir refaire soi-même éventuellement des comptages, des réactualisations ad hoc, de calculs de pourcentages différents, etc. Voilà, donc on propose différents indicateurs, type de contrat, temps partiel, employeur, type d'employeur. Voilà, on a développé que ça pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a matière à réfléchir sur ce qu'on met sur ces pages-là, mais l'idée c'est que ce soit vraiment un peu interactif, un peu appropriable, de façon à pouvoir produire de façon très simple des tableaux voilà, qui sont certifiés aussi, parce que du coup ils sont vérifiés, enfin voilà, c'est des choses fiables à partir d'enquêtes. Là c'est l'enquête emploi en continu qui est utilisée. Combien de temps il reste, Tristan ? 5 minutes maximum. Ok, ça va faire. Sur les outils pédagogiques. Alors, il faut que je... Donc on a fait quelque chose. Première chose, quelle est ma profession? Trouver mon code de libellé dans la PCS 2020. Donc, par exemple, ça va concerner un certain nombre d'entre nous dans la salle. Donc, ah non, ça ne marche pas ici, parce qu'on n'a pas toutes les professions. Donc, ça concernera a priori personne dans la salle. Donc, Forer, voilà, par exemple. Ensuite, les questions annexes. Voilà, donc, Forer salarié. Et dans cet emploi, ouvrier, par exemple. Voilà. Donc, salarié du privé, ouvrier qualifié, votre code de profession est 62 A3. Donc, on peut avoir tout de suite le code de sa profession. Donc, on pourrait jouer avec des étudiants, par exemple, ou des élèves, voilà, pour retrouver des codes. Voilà, c'est un petit outil à utiliser de façon interactive en classe. Alors, ici, donc c'est une année sectorielle. Peut-être vous ne la voyez pas super bien. Ouais. Bon.
qui a donc été faite à partir de l'enquête emploi en continu, voilà, avec des indicateurs sociodémographiques classiques. Bon, l'idée c'est de placer ma profession dedans. Alors, attendez, parce que je ne connais pas tous les codes par cœur, pas encore. Donc c'est là où ça concerne un certain nombre d'entre nous. Donc 342A, donc, qui sont les enseignants de l'enseignement supérieur. Voilà. Et on va mettre les chercheurs aussi, pour ne pas faire de jaloux. 342E. Voilà. Et donc on peut maintenant les positionner. Donc ma position sur l'espace social, donc voilà, ils sont là, avec les ellipses de concentration. On peut avoir l'espace social et ma position dessus, donc objectiver le fait que les 342A sont un peu au-dessus des 342E sur le deuxième axe, donc je ne sais absolument pas ce que ça signifie là, il faudrait regarder précisément, mais voilà. Bon, vous voyez l'idée, c'est pas idéal, c'est pas très lisible. Ça supposerait, là pour le coup c'est des usages peut-être un petit peu plus compliqués, parce que ça supposerait de savoir lire un axe factoriel, enfin, bon, mais c'est une idée à réfléchir sur un petit outil pour positionner socialement les professions. Autre chose, les statistiques en ligne, je ne vais pas vous le montrer très précisément parce que je vais manquer de temps, mais pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc là encore, c'est une application Shiny qui tourne derrière. Donc on peut sélectionner des thématiques, là on n'en a que deux, indicateurs sociodémographiques, l'âge par exemple, par groupe socio-professionnel, on pourra regarder par catégorie socio-professionnelle aussi, et générer automatiquement des tableaux et des graphiques qui sont exportables. Donc c'est un outil de production de statistiques à partir de la nomenclature, selon un certain nombre d'indicateurs simples. Avec là encore les données qui fonctionnent en back-office, qui ne sont pas directement accessibles. Enfin, pour terminer, je vous montre donc quelques éléments de codage. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le petit outil en autocomplétion qu'on peut retrouver, donc, qui est une sorte de 6 corps embarqué dans le site. Donc là, on peut retrouver nos foreurs. Alors, je mets foreurs parce qu'on n'a que la liste des emplois dans le BTP en fait, qui est chargée sur le site. C'est pour ça. Voilà, donc on pourrait le retrouver comme ça et exporter la liste des libellés qui correspond. Voilà, ça ne fonctionne pas encore très bien, donc je ne vous montre pas, mais vous voyez l'idée est là. Également les modules de questions nécessaires au codage. Donc je suis salarié de la fonction publique, dans cet emploi agent de catégorie A, voilà, donc ça me donne mon statut, et je peux exporter en format PDF ou en format ODT la liste des questions pour les intégrer directement dans un questionnaire, si vous avez besoin de faire un questionnaire pour vous ad hoc. Dernière chose, création d'une rubrique de libellé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun pourra faire l'étude sur les agents immobiliers depuis chez soi. Donc par exemple, je veux l'ensemble des professions qui comportent le mot automobile. Voilà, donc je commence à chercher, donc mécanicien automobile, électricien automobile, ingénieur en automobile, je ne vais pas tous vous les faire, essayeur metteur au point automobile, etc. Donc on peut agréger soi-même, en fonction de ses propres besoins de recherche, de ses propres questions, des libellés au niveau vraiment le plus détaillé. Ça génère automatiquement quelques statistiques descriptives sur l'agrégat ad hoc qui vient d'être créé. Je ne vous montre pas, mais voilà, on peut avoir le sexe ratio, l'âge, les effectifs, les proportions. Alors là, c'est dans l'enquête pratique culturelle, ça n'a pas tellement de sens, mais c'est parce que c'est la première enquête dans laquelle la liste des libellés enrichis a été mise en œuvre. Voilà, donc c'est pour ça. Mais ce sera à partir d'autres sources, vraisemblablement l'enquête emploi, quand ce sera disponible. Voilà, et on pourra ensuite exporter ces résultats-là. Voilà, et pourquoi pas, ça c'est un peu un rêve, mais c'est peut-être possible, générer automatiquement une demande d'ajout dans un jeu de données d'une colonne correspondant à cet agrégat, ce qui permet de contourner le problème de secret statistique, c'est-à-dire que à ce niveau-là, on peut avoir des problèmes de secret si on demande sur une enquête ménage d'accéder vraiment à des professions très particulières, mais en agrégeant suffisamment de professions, on peut arriver à la masse critique d'un certain nombre d'effectifs permettant de passer par-dessus, enfin de passer au-dessus du seuil du secret. Évidemment, il y aura un contrôle a posteriori qui sera exercé pour vérifier que les règles du secret statistique ne sont pas violées, et si elles ne le sont pas, et bien à ce moment-là, on pourra faire une commande ad hoc
on pourrait, partie des choses sur lesquelles il faudra qu'on travaille, pour ajouter une colonne qui sera votre colonne à vous, de votre groupe professionnel à vous, dans un jeu de données comme l'enquête emploi ou les pratiques culturelles du français par exemple, si vous voulez étudier les pratiques culturelles des personnes qui travaillent dans l'automobile, par exemple. Voilà.